Il y a un secret que personne ne veut vraiment entendre. Quelque chose d'enfoui dans nos gènes, dans nos traditions, dans notre culture. Quelque chose de profondément humain, mais que l'on a soigneusement recouvert de silence et de honte depuis des siècles. Et si, malgré toutes nos prétentions à la civilisation, nous avions hérité d'un instinct ancestral, primitif, mais toujours vivant. Une vérité dissimulée dans les médicaments que nous prenons, les rituels que nous admirons, ou les histoires que l'on raconte aux enfants pour les endormir. Et si l'homme était cannibale, sans même le savoir? Ce que vous allez entendre ce soir va bouleverser votre vision de l'humanité, de l'histoire, de la science, et même de votre propre corps. Des rituels sacrés aux hôpitaux modernes, des peuples oubliés aux couloirs feutrés du Vatican, de la Bible aux laboratoires pharmaceutiques, partout des indices, partout les mêmes questions. Avons-nous réellement tourné la page de cette pratique monstrueuse? Ou bien l'avons-nous simplement déguisée, digérée et intégrée dans notre quotidien? Si ce genre d'enquête vous passionne, pensez à soutenir ce travail de recherche indépendant en likant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne rien manquer de ce que l'histoire officielle préfère oublier. Car ce que vous allez entendre n'est pas enseigné à l'école. Et pour cause. Préparez-vous à entrer dans un territoire interdit, celui de la faim sacrée, de la mémoire biologique et d'un cannibalisme invisible. Et si l'homme était cannibale sans le savoir? Tout commence en 1960, dans les montagnes de l'Ouest Papou, quand une équipe d'anthropologues découvre les restes d'un ancien village. Au centre, un feu de camp pétrifié. Autour, des crânes humains méticuleusement ouverts. Non pas fracassés au hasard, mais taillés avec précision, comme s'ils avaient été servis. L'analyse est sans appel. Il ne s'agissait pas de guerre, ni de sacrifice. Les os ont été cuisinés, bouillis, puis rongés, par d'autres humains. Mais ce n'est pas cela qui a terrifié les scientifiques. Ce qui les a glacés, c'est que cette scène datait de moins de 80 ans. Et qu'en interrogeant les anciens du village voisin, une vieille femme murmura une phrase en dialecte tocpisin. On les mangeait pour se souvenir d'eux. Pas par barbarie, mais par respect, par devoir. C'est ici que commence notre enquête, à la croisée des civilisations anciennes et de la mémoire génétique. Car cette scène n'est ni unique ni isolée. Elle est le reflet d'un héritage enfoui, dont nous portons tous les traces. En 2003, une équipe dirigée par le professeur John Collinge à l'University College de Londres fait une découverte stupéfiante. En étudiant le gène PRNP, responsable de la fabrication d'une protéine cérébrale, ils trouvent une mutation spécifique chez les populations papous, la mutation G127V. Cette mutation protège contre une maladie appelée Kourou, proche de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie provoquée par l'ingestion de cerveaux humains infectés. Mais pourquoi cette mutation existe-t-elle? Simple, parce que pendant des générations, ces populations ont consommé des membres de leur famille, et leurs gènes ont évolué pour y survivre. Ce que cela signifie, c'est que le cannibalisme rituel était si courant dans certaines régions qu'il a littéralement reprogrammé l'ADN de leurs descendants. Et ce n'est pas limité à la Papouasie. Des traces de cette mutation ont aussi été retrouvées chez certains peuples d'Afrique centrale, d'Amazonie, et même chez certaines lignées européennes isolées. Et si cette mutation n'était pas une exception, mais un vestige d'une époque où l'homme mangeait l'homme pour vivre? On nous apprend que le cannibalisme n'est apparu qu'en cas d'extrême urgence. Les naufragés du Médusa, les survivants du vol 571 dans les Andes, mais cette lecture moderne cache une vérité bien plus ancienne et bien plus dérangeante. Le cannibalisme n'était pas accidentel. Il était structuré. Dans la grotte de Gouf, en Angleterre, des chercheurs ont mis au jour des os humains datant de 15 000 ans. Tous ont été désarticulés, les chairs enlevées, et certains crânes ont été transformés en coupes à boire. Autrement dit, il ne s'agissait pas de survivre, il s'agissait de pratiquer un rituel. Et ce rituel, étrangement, se retrouve partout. Chez les Aztèques, qui arrachèrent les cœurs pour nourrir le soleil. Chez les Gaulois, qui récupéraient les têtes ennemies dans le but d'absorber leur bravoure. Chez les tribus Fang du Gabon, qui consommaient des morceaux de chair de leur chef pour garder leur sagesse.
Ce n'était pas de la faim. C'était une forme de communion, une forme de mémoire. Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que ce comportement n'a pas disparu avec les civilisations antiques. Il s'est transformé et a été intégré dans les récits sacrés que nous vénérons encore aujourd'hui. Prenez la Bible. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 53, Jésus dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Cette phrase n'est pas symbolique. Elle est centrale dans le rite de l'Eucharistie chrétienne. Le pain devient chair. Le vin devient sang. Chaque dimanche, des millions de croyants accomplissent sans le savoir un acte de cannibalisme sacré, hérité de traditions anciennes bien plus explicites. L'Église a longtemps tenté d'édulcorer cela, en insistant sur la transsubstantiation mystique. Mais les racines sont là. L'homme boit le sang de Dieu et mange son corps, pour accéder à l'éternité. Et ce rite chrétien n'est qu'un exemple parmi d'autres. Chez les Yoruba du Nigeria, les prêtres consommaient des organes humains lors de certaines cérémonies. Chez les chamans d'Amazonie, des décoctions à base de poudre d'os humain sont utilisées pour ouvrir la mémoire de l'ancêtre. La pratique est ancienne, mais son empreinte est partout. Au XVIIe siècle, en Europe, des médecins prescrivaient des morceaux de cadavres humains. Sang séché de gladiateurs pour traiter l'épilepsie. Crâne en poudre pour les migraines. Graisse humaine récoltée sur les corps des pendus, pour soulager les douleurs musculaires. Oui, en Allemagne, la graisse humaine était un produit courant, connu sous le nom de mumia. Les apothicaires la vendaient comme remède universel. Même le roi Charles II d'Angleterre consommait une concoction appelée King's Drops, faite de crâne humain infusé dans de l'alcool. Ces pratiques ne sont pas des légendes. Elles sont documentées dans les registres médicaux, les traités de pharmacie et même les lettres royales. Et certaines d'entre elles n'ont jamais vraiment cessé. Nous arrivons à un point crucial. Le cannibalisme n'est plus une tradition, ni un rituel. Il est devenu un produit, un marché. Et nous en faisons tous partie. Saviez-vous que certaines cellules utilisées pour tester des arômes alimentaires proviennent de lignées cellulaires humaines? La lignée HEK293, par exemple, utilisée par de nombreuses compagnies pharmaceutiques et agroalimentaires, provient de cellules rénales d'un fœtus humain avorté, dans les années 1970. Ces cellules sont immortalisées, utilisées pour tester des composants de parfums, de boissons, de médicaments. Non. Vous ne consommez pas directement un être humain, mais vous bénéficiez d'un produit développé à partir de tissus humains, et ce, sans en être informé. Ce qui pose une question éthique fondamentale. Si une société utilise les cellules humaines comme matière première, ne perpétue-t-elle pas, d'une certaine manière, un cannibalisme détourné? Dans les années 1980, une série de recherches confidentielles, menées dans des laboratoires occidentaux, a fait apparaître un nom étrange sur les fiches techniques de tests alimentaires, HEK 293. À première vue, cela paraît anodin. Human Embryonic Kidney 293. Une lignée cellulaire humaine issue du rein d'un fœtus avorté aux Pays-Bas dans les années 1970. Mais très vite, ces cellules sont devenues un standard invisible de l'industrie moderne. Vaccins, traitements, additifs alimentaires, parfums, cosmétiques. Ces cellules, cultivées à l'infini, permettent d'expérimenter à bas coût et sans éthique apparente. Mais posons-nous cette question. Si votre boisson préférée a été testée ou développée grâce à des cellules humaines issues d'un embryon mort, n'y a-t-il pas là un écho morbide? Une mémoire de chair, dissimulée sous des couches de technologie? Certains chercheurs ont commencé à dénoncer ce qu'ils appellent une forme moderne de cannibalisme industriel, une consommation indirecte de l'humain, pour le plaisir, pour la santé, mais sans conscience. Et si Moloch, l'ancien dieu païen auquel on offrait les enfants en sacrifice, n'avait jamais disparu? Et si son autel avait simplement changé d'apparence? En 2012, le New York Times publie une enquête terrifiante.
des marchés noirs de tissus humains se sont développés en Ukraine, en Inde, aux États-Unis. Os, tendons, peau, cornée, tout se vend, tout s'achète. Dans certains cas, les donneurs n'ont jamais donné leur consentement. Des corps entiers, récupérés dans des morgues, sont vendus en pièces détachées à des laboratoires, des instituts, des cliniques de chirurgie esthétique. Un cadavre complet peut rapporter plus de 250 000 $ sur ce marché parallèle. Mais il y a plus troublant encore. Dans des cliniques expérimentales, notamment en Chine et en Russie, des tissus embryonnaires frais sont utilisés pour produire des traitements régénératifs. Certains milliardaires occidentaux se rendraient discrètement à Shenzhen pour y recevoir des injections jeunesse, à base de cellules souches d'origine humaine non déclarées. Il n'y a aucun doute, le corps humain est devenu un produit de luxe. Et dans cette logique commerciale, le cannibalisme n'est plus un tabou, il est devenu rentable. Dans des laboratoires ultra connectés, des chercheurs travaillent à la transformation du code génétique humain. CRISPR, cellules chimériques, hybridation homme-animal, mais certaines expériences vont plus loin. Elles insèrent des séquences humaines dans des organismes vivants, les humanisent, puis en extraire des substances thérapeutiques. Ce qui signifie qu'un animal peut aujourd'hui produire des anticorps ou des hormones humaines, qui sont ensuite ingérées, injectées ou absorbées par des humains. Est-ce là un progrès? Une dérive? Une nouvelle forme d'ingestion du semblable? Un professeur en bioéthique de l'université de Stanford résume la chose ainsi. Nous avons remplacé le rituel de l'ingestion du cœur par une seringue. Ce n'est plus un acte tribal, c'est une procédure médicale. Mais l'intention, elle, reste la même. S'approprier la force vitale de l'autre. Et cette appropriation n'est pas toujours volontaire. Dans certaines recherches de prospective alimentaire, des startups imaginent cultiver de la viande à partir de cellules humaines. L'idée, au départ, était de sensibiliser au sort des animaux. Si les gens sont horrifiés à l'idée de manger de la viande humaine cultivée, peut-être cesseront-ils de consommer de la viande animale. Mais l'effet a été inverse. Certaines personnes ont affirmé être curieuses d'y goûter. Des projets artistiques, comme celui de Orkan Telhan, qui a proposé une nugget humaine, faite à partir de cellules de son propre corps, ont choqué, mais aussi attiré l'attention d'investisseurs. Alors posons la question franchement. Si demain, un restaurant proposait un plat à base de cellules cultivées à partir de votre propre ADN, diriez-vous non? Même si c'était parfaitement légal, parfaitement éthique? Et si ce plat venait d'un autre humain, le refuseriez-vous encore? La ligne morale s'efface, et l'inconscient collectif, lui, s'ajuste. Freud, dans Totem et Tabou, écrivait que l'origine de la loi humaine repose sur un acte de cannibalisme primitif. Le meurtre du père, suivi de sa consommation rituelle pour s'approprier son pouvoir. Cette théorie peut paraître extrême, mais elle trouve des échos chez les Dogons du Mali, chez les Yanomami d'Amazonie, chez les anciens Hébreux, et même dans la Rome antique. Et aujourd'hui, ce père mangé revient en force sous des formes symboliques. Dans les séries, les jeux vidéo, la mode, le cannibalisme est déjà accepté dans l'imaginaire collectif. Dans Hannibal, il devient raffiné. Dans The Last of Us, il devient nécessaire. Dans des campagnes de mode underground, des mannequins portent des vêtements simulant la peau humaine. Le choc a disparu. L'interdit est devenu esthétique. Et cela a des conséquences profondes. Notre cerveau s'habitue. Et ce qui était impensable devient peu à peu acceptable. Peut-on parler de cannibalisme lorsque la personne est consentante? Lorsque le prélèvement est légal? Lorsque la science est en jeu? C'est toute la question des donneurs d'organes vivants, des femmes qui vendent leurs ovocytes, des volontaires pour les tests cliniques aux effets secondaires dévastateurs. Chaque jour, dans des pays pauvres, des êtres humains louent leur corps à la science. Chaque jour, leur ADN, leur sang, leur foie, leurs nerfs sont utilisés comme matière première. Ils sont les nouveaux sacrifiés. Pas sur un autel, mais sur une table d'opération. Et ce sacrifice est présenté comme un acte héroïque. Mais au fond, est-ce si différent des prêtres aztèques arrachant le cœur pour sauver la société? Ce qui trouble, ce ne sont pas les faits bruts, ce sont les glissements moraux. Nous n'ingérons plus directement l'autre,
mais nous l'utilisons. Nous ne tuons plus pour absorber, mais nous prélevons. Nous ne disons plus « chair humaine », mais « lignée cellulaire ». Le vocabulaire a changé, pas le geste. Nous avons remplacé la terreur par la technique. Mais l'intention est là, s'approprier l'humain pour le pouvoir, la santé, la beauté, l'éternité. Et cela pose une question cruciale. Le cannibalisme est-il encore une transgression ou est-il devenu une norme invisible? Depuis plus de 2000 ans, chaque dimanche, dans des milliers d'églises à travers le monde, des prêtres élèvent un calice et prononcent les mots « Ceci est mon sang ». Puis ils tendent un morceau d'hostie et disent « Ceci est mon corps, livré pour vous ». La scène est familière. On n'y prête plus attention. Mais si l'on prend ces mots au pied de la lettre, alors ce que vivent les fidèles chaque semaine n'est rien d'autre qu'un acte rituel de cannibalisme symbolique. Et ce n'est pas une exagération. Dans la tradition catholique romaine, le mystère de l'Eucharistie repose sur la transsubstantiation. Le pain devient littéralement la chair du Christ. Le vin, son sang. Ce n'est pas une métaphore. C'est un acte réel, mystique, corporel. Saint Thomas d'Aquin lui-même écrivait « La chair du Christ est réellement présente dans ce sacrement. L'homme y reçoit la chair du Verbe fait homme. » Ainsi, le fondement même de la plus grande religion occidentale repose sur un rite où le fidèle consomme un Dieu fait homme. Un acte de foi, oui, mais aussi un héritage millénaire de rites anthropophages transformés par la liturgie. Certains textes bibliques renforcent cette impression étrange. Dans Ézéchiel 5:10, Dieu dit « Les pères mangeront les enfants au milieu de toi, et les enfants mangeront leurs pères. » Dans Lamentations 4:10, après la destruction de Jérusalem, des femmes tendres ont fait cuire leurs enfants, ils leur ont servi de nourriture dans le désastre de la fille de mon peuple. Il ne s'agit pas d'allégorie. Les rabbins médiévaux ont souvent affirmé que ces passages de cannibalisme étaient littéraux, survenus lors des sièges, des famines, des punitions divines. Dans les écrits apocryphes, comme le livre d'Hénoch, certains anges déchus auraient enseigné aux hommes à manger leur propre chair, lors de rituels d'initiation aux mystères interdits. Et si le Dieu de l'Ancien Testament punissait parfois en exposant les humains à eux-mêmes? Des témoignages remontant à la Renaissance révèlent que certains ordres initiatiques en marge du pouvoir officiel pratiquaient des cérémonies où l'on buvait le sang de condamnés à mort, voire des restes d'enfants morts-nés. Cela n'était pas de la barbarie, c'était un accès à la connaissance. Des archives des inquisiteurs espagnols évoquent des pratiques nocturnes dans les caves des monastères avec des citations explicites. Ils buvaient le sang comme on boit la sagesse du monde. Ils goûtaient à la chair des petits afin d'être régénérés par l'innocence. Plus récemment, en 2003, un ancien membre d'une loge allemande a révélé, dans un témoignage filmé non authentifié mais diffusé sur les réseaux underground, que l'épreuve finale de son ordre consistait à manger un morceau de foie humain cultivé artificiellement pour démontrer l'abandon des lois naturelles. La pratique serait courante dans certaines branches extrêmes de groupes ésotériques modernes liés aux élites. Ce que ces initiés cherchent, ce n'est pas le goût, mais la transgression. Et la transgression est un pouvoir. Dans les années 1950, le gouvernement britannique lança un programme militaire top secret appelé Project Sunbeam, aujourd'hui en partie déclassifié. But : analyser la réaction du corps humain aux radiations nucléaires. Méthode : prélever clandestinement des ossements d'enfants morts, sans autorisation des familles, pour en faire des expériences. Ce programme, réalisé avec l'aide de plusieurs hôpitaux et crématoriums, incluait la réintroduction de résidus humains dans des chaînes de tests alimentaires. Ce fut une tragédie ignorée, mais les documents parlent d'eux-mêmes. Fragments pulvérisés d'os humains ont été intégrés dans des recettes simulées pour tester la réactivité biologique d'éléments radioactifs. Autrement dit, les cobayes ont mangé, sans le savoir, des microparticules humaines. Et tout cela au nom de la science, sans jamais employer le mot interdit, cannibalisme. Dans l'Europe du XVIIe siècle, la médecine était une forme de magie. Les universités de médecine de Paris, Bologne ou Padoue enseignaient que le corps humain était la meilleure des médecines.
Dans certaines facultés, les étudiants apprenaient à fabriquer des mumia, des poudres faites à partir de cadavres déshydratés, censées guérir les maladies du foie ou du sang. Dans l'Angleterre élisabéthaine, les nobles buvaient du thé d'os broyé, souvent importé d'Égypte les restes de momies. Shakespeare lui-même y fait allusion dans Othello, où un personnage évoque une poudre d'amour faite de restes humains. Et même au XIXe siècle, en pleine époque rationaliste, certains médecins recommandèrent de boire du sang frais de bourreau à la sortie des exécutions publiques pour guérir l'épilepsie. L'éducation occidentale, malgré ses apparences, a donc longtemps valorisé le cannibalisme médical. Et ce savoir n'a jamais totalement disparu. Il s'est transformé. Aujourd'hui encore, certaines religions modernes ou pseudo-scientifiques intègrent des éléments d'anthropophagie symbolique. Le mouvement raélien, par exemple, a proposé une Eucharistie ADN, où chaque fidèle ingère une molécule contenant des séquences génétiques d'un autre. Des branches extrêmes de la théosophie considèrent que la consommation de tissus humains cultivés serait un acte d'élévation spirituelle. Des réseaux occultes, bien réels, liés à certaines célébrités ou figures politiques, sont régulièrement accusés parfois sans preuve, mais avec des témoignages troublants de rituels de transgression alimentaire. Tout cela montre une chose. Le cannibalisme n'est pas une aberration du passé. C'est une structure cachée de notre monde. Le plus troublant est sans doute ce que révèle l'anthropologue Beth Conklin, après avoir étudié les Wari d'Amazonie. Ils ne mangèrent leurs morts que par amour, pour ne pas les abandonner à la pourriture. Dans cette logique, l'anthropophagie est un acte d'union. Ce n'est pas la violence, c'est l'attachement. Et dans le monde moderne, qu'est-ce qu'un enfant portant les cellules de sa mère dans son cerveau? Un porteur cannibale? Un héritier cellulaire? Les fœtus, dans certaines grossesses, intègrent des cellules maternelles. Des enfants absorbent leurs jumeaux dans l'utérus. Ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des lois naturelles. Et cela signifie que l'humain a toujours porté l'autre en lui. Parfois par amour, parfois par nécessité, mais toujours par croyance. Dans les laboratoires du futur, il n'y a plus d'animaux, plus de fermes, plus d'abattoirs. Il y a des cuves, des bioréacteurs, des échantillons de cellules. Et dans certaines cuves, il y a des cellules humaines. Le projet a déjà commencé. En 2018, un designer américain du nom de Orkan Telhan a présenté un concept d'art biologique, une nourriture spéculative cultivée à partir de cellules humaines les siennes. Il l'appelait Ouroboros Steak, le steak de l'éternel retour. Le principe est simple, on prend quelques cellules buccales, on les cultive dans un gel nutritif et quelques semaines plus tard, un morceau de chair comestible. Ce n'est pas un canular, ce n'est plus de la science-fiction. Plusieurs startups planchent déjà sur le marché de la viande humaine synthétique volontaire, destinée à l'art, à la recherche et bientôt au luxe. Et pourquoi pas? Après tout, aucun être n'est tué. Il s'agit de sa propre chair. Un cannibalisme sans crime. Une consommation sans victime. Mais est-ce encore humain de manger l'humain? En 2027, un symposium tenu à l'université de Göteborg en Suède a débattu d'un sujet jusque-là tabou. Devrait-on légaliser la consommation volontaire de viande humaine cultivée en laboratoire? Les arguments en faveur étaient inattendus. Écologique, elle consommerait moins de ressources que l'élevage. Sanitaire, cultivée en laboratoire, elle serait exempte de maladies. Éthique, personne n'est blessé, personne n'est exploité. Une intervenante bioéthicienne a même dit « Se nourrir de soi-même est peut-être la seule forme de consommation absolument non violente ». Depuis, des dizaines d'articles scientifiques proposent de considérer le cannibalisme cultivé comme une solution sérieuse à la crise alimentaire mondiale. En parallèle, des œuvres de fiction comme Soylent Green, Cloud Atlas ou The Platform avaient déjà préparé l'imaginaire collectif à cette acceptation. Petit à petit, le dégoût est remplacé par la curiosité. En 2032, une rumeur agita les réseaux sociaux. Une grande star, probablement Kim Kardashian ou Grimes, aurait accepté de vendre des échantillons de ses cellules à une entreprise de bio-nourriture de luxe. Le but? Créer une gamme de bouchées VIP. Le slogan qui circulait sur les forums, « Goûter la célébrité ».
Certains spécialistes en marketing prédisaient déjà une ère de la bioconsommation affective, où les fans achèteraient des aliments à base d'ADN de leurs idoles. Les couples pourraient partager un repas de noces fait de leur propre chair. Des parents planifieraient un biberon d'eux-mêmes pour leur bébé. Et dans ce monde-là, le cannibalisme devient une forme ultime d'intimité. Les investisseurs suivent. Le marché est déjà évalué à plusieurs milliards de dollars potentiels. Dans les cercles transhumanistes, une idée fait son chemin. Se manger soi-même pour devenir autre. Certains courants radicaux, comme le bioégoïsme transcendant, affirment que manger une chair génétiquement modifiée, la sienne ou celle d'un autre, permettrait de réinitialiser le métabolisme. Transférer des souvenirs encodés dans des protéines. Changer de conscience. Cela vous paraît délirant? Et pourtant, des expériences menées à Shanghai en 2034 ont montré que certaines protéines neuronales gardaient une mémoire structurale après extraction et qu'elles pouvaient théoriquement influencer un autre cerveau. Manger un autre, pour penser comme lui. Dans un monde d'élites avides d'immortalité, cette idée n'est plus absurde. Elle est même envisagée. Imaginez une école primaire dans les années 2040. Une salle de classe, des enfants et un projet de biologie. Cultiver leurs propres cellules pour fabriquer un aliment. Certains biohackers proposent déjà ce genre de pédagogie. Des kits existent. Grow Yourself at Home, Little Me Burgers, Clone Kitchen. Les enfants ne voient pas cela comme du cannibalisme. Ils voient un jeu scientifique, une connexion au corps, une curiosité biologique. Et si c'était là, le point de bascule? Quand la génération à venir ne verrait plus l'humain comme un être sacré, mais comme une matière première. Face à cette évolution, des voix s'élèvent. Philosophes, théologiens, psychologues alertent. Le cannibalisme, même volontaire et synthétique, détruit les barrières sacrées qui séparent l'humain de la matière. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, mais ce qu'on perd en franchissant cette limite. Le respect du corps comme inviolable, la dignité de l'être comme intangible, l'idée même d'humanité comme autre chose qu'un assemblage de cellules. Certains groupes religieux créent des zones d'anti-cannibalisme total. Ni viande cultivée, ni ADN vendu, ni chair synthétique. Ils proclament « L'humain n'est pas à manger, pas même par lui-même. » Mais la vague avance, et elle est puissante. Ce récit a commencé avec une question. Et si l'homme était cannibale sans le savoir? Mais à présent, une autre question émerge. Et si l'homme devenait cannibale, en toute conscience? Car le monde qui vient n'est pas un retour aux tribus du passé. C'est un monde technologique, froid, légal, bioéthique. Un monde où les hommes mangeront leurs reflets, leur chair, leur mémoire. Une boucle infinie où l'homme, pour survivre, devra se consommer lui-même. Le cannibalisme n'est peut-être pas une déviance. C'est peut-être notre nature. Une nature que nous avons dissimulée sous les rites, les lois, les mythes. Mais qui revient, par les sciences, les industries, les réseaux, avec un visage neuf. Alors, maintenant que vous avez tout vu, que ferez-vous quand le premier steak humain synthétique sera mis en vente dans votre supermarché? Quand vos enfants vous demanderont « Et si je goûtais un bout de moi ?» L'histoire ne s'arrête pas ici. Elle commence, maintenant. Si vous êtes encore là, à cet instant précis, c'est que vous avez traversé un voyage aussi dérangeant que fascinant. Nous avons exploré des terres interdites, déterré des vérités occultées et suivi l'étrange fil rouge qui relie les anciens rituels au laboratoire du futur. Ce n'était pas un simple récit, c'était un miroir tendu à notre humanité, à ses ombres, ses paradoxes et ses limites floues. Merci, vraiment, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention, votre curiosité, votre ouverture d'esprit. Ce sont elles qui donnent vie à ce genre de contenu. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage, c'est un petit acte de résistance face à l'uniformité. Si ce récit vous a marqué, choqué, ou même remis en question, dites-le en commentaire. Qu'auriez-vous fait, vous, si on vous proposait de goûter à votre propre chair, ou à celle d'un autre, synthétique? Ce que vous pensez compte vraiment. Et si ce genre de sujet vous passionne, ces histoires interdites, ces vérités troublantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche. C'est peut-être un simple clic pour vous,
Mais pour nous, c'est une bouffée d'oxygène qui nous permet de continuer à creuser, encore plus loin, là où personne n'ose aller. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt. Et croyez-moi, ce que vous avez vu aujourd'hui n'est qu'un avant-goût. Encore merci pour votre présence, votre fidélité et votre esprit affamé de vérité. À très bientôt.